Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un sujet en rétroconception sur Revit et que je considère très important et utile. C'est-à-dire, c'est en fait comment l'architecture et l'ingénierie sont complémentaires et comment c'est les apports des deux métiers qui s'associent pour constituer une globalité qui rend l'œuvre, disons, plus la réussite de l'œuvre est, à mon avis, basée sur cet aspect des collaborations entre l'architecte et l'ingénieur. J'ai eu la possibilité de travailler la première agence que j'avais, j'étais associée à un ingénieur et déjà ma formation, on faisait des précalculs, on travaillait, on était avec aussi on considérait dès le départ d'un projet les aspects stabilité, etc. Et je considère que cet apport, ça a été fondamental, c'est essentiel pour quelqu'un qui a un diplôme d'architecte, d'avoir aussi la compétence de pouvoir gérer les aspects d'ingénierie. Et d'ailleurs, j'étais motivée de faire cette expérience en rétroconception pour vous aujourd'hui. Ça m'a donné envie parce que je regardais récemment, après on va parler plus en détail, sur un blog d'Emmanuel Di Giacomo Todeschi. C'est une architecte italienne qui est ingénieure et architecte, et elle parle justement de tous les avantages qu'on peut avoir de travailler de cette façon. Alors moi j'ai pris une référence qui elle aussi mentionne cette référence parce que je crois que dans tous les pays on connaît les œuvres de notre grand génie ingénieur Pierluigi Nervi et son œuvre majeure c'est bien évidemment les Palazzetto dello Sport à Rome. Et pour moi, là, c'est la synthèse de comment un architecte et un ingénieur peuvent se marier pour imaginer une œuvre qui a été une œuvre de référence mondiale, hein, et conçue et dessinée en 1956 par l'architecte Annibale Vitellozzi et l'ingénieur Pierluigi Nervi. Il a été construit en 1956 à l'occasion du 17e Jeux olympiques de Rome en 1960. Vous voyez un petit peu l'époque, hein. Vous voyez l'image à droite. L'architecte Bruno Sevi a comparé les palacettes au Panthéon en définissant un Panthéon aplati en béton armé. Après, quand je vais développer sur Revit la reconstruction, vous allez voir cette différence justement de la coupole aplatie, qui a été un choix pour les stabilités, un choix pour la conception de l'espace intérieur, parce qu'il s'agit d'un équipement sportif. Donc, bien évidemment, il y a j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a les contraintes spécifiques de ce type d'espace. Et Sevi a noté que, alors que le Panthéon enferme et sous-tend une forme spécifique, la structure des nervi et Vitellozzi comprend une hémisphère dans laquelle la lumière pénètre latéralement, c'est-à-dire que vous allez voir après dans mes images et rendus que j'ai fait, vous allez voir comment il s'est positionné par rapport à l'éclairage global de son projet. Alors, le Palazzetto dello Sport est une référence internationale de la fusion des objectifs tectoniques. On parlait la dernière fois des objectifs tectoniques, et je disais que si dans mes projets il n'y a pas la considération en amont de la réalisation de l'œuvre, les aspects tectoniques, il n'y a pas d'architecture, hein. L'architecture fait partie, c'est-à-dire l'aspect tectonique, il est inclus. On ne peut pas venir le rajouter ou ne pas considérer cet aspect.
Parce qu'alors, c'est des représentations, c'est des images, c'est des jolis dessins, mais ce n'est pas de l'architecture, évidemment. Et ça, cette référence des Palacete dello Sport, c'est une œuvre qui est justement au service de la fonctionnalité, mais où l'instabilité et la beauté font partie, c'est fort en tout. J'insiste toujours dans mes cours de conception architecturale, que c'est une formation, ça fait presque des siècles, hein, j'étais professeur pendant longtemps et j'avais la responsabilité de l'aspect conception, de la matière conception, et là, bien évidemment, on travaillait aussi avec l'aspect stabilité, intégré, même si on n'était pas associé, on ne travaillait pas avec des ingénieurs dès le départ dans les écoles d'archi, on pouvait incorporer les aspects stabilité aussi, et on conseillait vivement de les faire. Et cette référence, qui est, à mon avis, c'est une œuvre magnifique du tout point de vue, la simplicité, la façon, l'ergonomie de l'espace, on va voir après plus en détail. Là, vous avez les plans et vous avez une coupe générale. Et là, si vous voulez, vous allez l'aspect, vous avez en haut la ligne qui est la ligne conductrice dans tous les sens, vous les voyez dans l'axonométrie en bas, qui va être l'élément principal de la structure, c'est-à-dire que là, vous avez la compression au centre et vous avez, bon, vous voyez qu'il y a un support qui continue avec la pente et un support tout droit. Ça, c'est parce qu'il y a un point très spécifique où on peut avoir une coupe, c'est-à-dire les structures peuvent... Et donc, il faut justement les stabiliser à la verticale avec un poteau. Mais vous allez les voir après avec les développements que j'ai fait sur Revit. Et ça, ce que je viens de vous parler, c'est-à-dire que Madame Francesca Cassiaroli s'est exprimée par rapport à cet aspect et ça correspond 100% à ma façon de voir aussi l'architecture. Et je crois qu'un des échecs aujourd'hui, je ne dis pas dans toutes les écoles, mais dans la plupart des écoles, c'est de ne pas savoir et incorporer dès les premières années cet aspect de stabilité qui va les permettre d'orienter sa conception d'une façon beaucoup plus logique. Et elle dit, c'est lorsque l'architecte et l'ingénieur, et ça je considère je correspond 100%, travaillent main dans la main, qui naissent les chefs-d'œuvre. Non pas la recherche de la complexité, mais plutôt par l'échange et la communication. Il faut, selon moi, selon Francesca, comprendre les contraintes de chacun pour trouver les meilleurs accords. Hein? C'est un mariage, c'est pour ça que je parle des mariages, hein? Parce qu'il y a la complémentarité et il y a trouver des points d'entente. Les stabilités et la beauté au service de la géométrie de l'espace souhaité. Qui peut souhaiter mieux que cet ensemble des deux paramètres qui vont faire que l'œuvre, il est là. Mais il a été construit en 1956 et aujourd'hui, c'est encore une référence. Hein. Bon, là, je vais développer, je vais aller assez vite pour ne pas m'attarder trop dans cet aspect, mais comme j'ai fait d'habitude, je l'ai fait déjà dans d'autres vidéos pour d'autres projets, les projets des Foster et d'autres projets que je fais en rétroconception. Là, mon point de départ, et c'est ce que je conseille de faire aux gens qui travaillent avec moi avec des modules spécifiques pour voir ces sujets en particulier, à mon avis essentiel pour pouvoir comprendre et apprendre à maîtriser tous les outils spécifiques pour l'architecture.
Et donc, je pars toujours, j'ai dit, je ne pars pas des plans, des détails techniques, je prends des images que je mets à l'échelle sur Revit, les plans, avec des lignes de détail. Par exemple, je compose l'ensemble des façons d'avoir bien les diamètres. Là, en l'occurrence, les diamètres, les rayons, c'est des 30 mètres. Bon, voilà, et je les mets par rapport à des données que j'ai déjà, évidemment, trouvées sur Internet. Là, vous voyez, il y a la coupe également, c'est-à-dire que je travaille au départ sur le plan et par la suite, voilà, j'ai créé aussi déjà les niveaux qui vont être les niveaux pour avoir mes références, pour m'appuyer sur les volumes conceptuels que je vais créer par la suite, des façons de savoir quels sont les niveaux qui correspondent à la création de ces volumes. Voilà, là c'est un peu la même histoire. Là, je commence à créer en volumique, c'est-à-dire à partir d'un volume conceptuel. Vous voyez que là, j'ai déjà les éléments des bases, hein, de ces nervures, je les ai déjà réalisés en 3D. Voilà. Je vais faire le pivot à partir du centre, je vais faire pivoter. Parce que malheureusement, pour ce type des propositions, quand on travaille avec volume conceptuel de cette façon, on ne peut pas travailler avec un réseau polaire. Hein? On ne peut pas travailler avec un réseau polaire, il faut les faire avec la copie et rotation copie. Donc c'est un travail aussi de longue haleine, hein, comme vous voyez. Bon, là j'ai fait tous les tours. Et là, vous voyez en toute hauteur, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? Je constitue. Il y a toujours d'autres méthodes et d'autres voies. Et même, mes vidéos sont ouvertes justement pour voir s'il y a dans l'esprit des créations de rétroconception d'autres méthodes qui pourraient aussi venir pour faire la même chose. Hein. Moi, j'ai choisi déjà, parce que bon, je travaille régulièrement sur plusieurs logiciels des constructions volumiques, 3ds Max et aussi AutoCAD, parfois aussi la 3D AutoCAD. Mais là, par exemple, j'ai fait tout sur Revit. Donc ma proposition, c'était de ne pas sortir de ces logiciels et de pouvoir arriver. Bon, là, évidemment, j'ai commencé à couper en fonction du cercle de la totalité et les centres. Vous voyez là en 3D déjà toutes les nervures qui s'affichent. Et voilà, par la suite, je fais arriver ces nervures au centre parce que ça vient linéairement d'abord et après avec des courbes qui vont descendre après avec des poteaux de chaque côté. Et là, c'est l'anneau central aussi que je fais en volumique. Vous voyez, ça, c'est la 3D, la perspective. C'est une perspective de seulement les casques, c'est-à-dire la coupole en 3D. À l'intérieur et à l'extérieur, vous voyez que j'ai travaillé aussi avec une toiture qui correspond exactement à la même courbe pour avoir une toiture qui fait tout, hein, la totalité de l'ouvrage. Là, c'est la visibilité des nervures, encore une fois. Et par la suite, j'ai dû faire la modélisation, vous voyez, parce qu'à chaque fois qu'il y a une courbe qui arrive, elle va descendre elle va descendre à chaque fois pour venir après reprendre juste des poteaux sur chaque point défini c'est ce que vous voyez là, chaque point de chaque triangle
Ça, c'est à partir de lui que je vais avoir là les charges qui continuent jusqu'au sol. Là, j'ai créé aussi les volumes de chaque aile qui va faire les tours. Vous allez les voir aussi. Voilà. Hein, vous voyez que là, j'ai fait des volumiques, en volumique aussi, chaque aile pour constituer la globalité de la toiture. Là, vous voyez, c'est la totalité. Et par la suite, là, c'est déjà l'arrivée avec ces poteaux. Les poteaux verticaux et les poteaux qui fait la continuité de la courbe de la coupole. Vous voyez là, on peut voir déjà tous les pourtours et ça, à chaque fois, c'est la même situation, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire le rideau polaire, donc il fallait que je fasse la copie par rapport au centre du pivot. Et là, vous pouvez voir en 3D, bien évidemment, après j'ai modélisé, je dis toujours, mon objectif, c'est pas d'arriver tous les détails, parce que évidemment, ici, j'aurais passé un mois pour faire la modélisation globale. Je prends l'essentiel, c'est-à-dire, pour moi, l'essentiel ici, c'est la couverture, et après, bien évidemment, c'est les fermetures de tous les côtés, avec aussi les terrains de jeu, la modélisation du terrain de jeu que vous allez voir et gradins que vous allez voir par la suite. Ça, c'est complémentaire. Hein. C'est pareil quand je fais la bibliothèque Richelieu et la salle La Vlouste. Et voilà, j'ai fait l'essentiel, c'était pour moi la coupole, et puis après, le reste, ça a été rajouté. Vous voyez là, c'est l'ensemble. J'ai essayé de reproduire avec les matériaux que j'ai trouvés dans les images aussi. Ça, c'est une autre. Là, j'ai enlevé les toits global pour pouvoir voir que toutes les nervures sont déjà derrière. Voilà, là, c'est une perspective où vous voyez les accès, vous voyez là. Et ce qu'il disait tout à l'heure, l'observation de Bruno Sevi concernant la différence entre la coupole et cette coupole spécifique, c'est que tout se passe à niveau latéral. Et vous avez un centre aussi où il y a un éclairage qui va rayonner sur tout l'espace intérieur. Là, c'est déjà une perspective. Là, vous voyez, j'ai rajouté après un style visuel de façon de pouvoir voir un petit peu. J'ai rajouté des ombres, des arbres, voilà. Et je crois que c'est pas mal réussi. Je suis contente de moi-même. Voilà, là, c'est une double coupe pour voir que tout est modélisé, élément par élément. Et aussi, j'ai modélisé les gradins avec les terrains. Voilà, là, vous allez voir après, il y a une image plus importante. Ça, c'est l'éclairage nuit. Je tenais beaucoup à faire la nuit parce que c'est là qu'on voit cette histoire d'éclairage des latérales et pas cénitales. Ça, c'est l'espace intérieur. Vous allez le voir avec une image plus importante aussi. J'ai fait le rendu aussi de l'espace intérieur avec les éclairages que j'ai trouvé. C'était les éclairages par rapport à l'image intérieure que j'ai trouvée sur Internet. Ça, c'est la perspective, mais à un niveau visuel juste réaliste et pas, c'est un rendu très rapide pour voir qu'est-ce que ça donnait. Vous voyez que tout est modélisé. Et là, voilà, là, c'est les rendus final que j'ai effectué avec, je rajoute toujours, aujourd'hui je travaille beaucoup avec un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Crea et je considère que ça donne, parce qu'on travaille avec un prompt, on donne des objectifs
Et puis, même si les éclairages ont été faits d'une façon qui n'est pas exactement, si on rajoute un plante, on va pouvoir avoir un résultat de meilleure qualité, qui s'approche plus à ce que vous souhaitez. Je vous conseille vivement cet outil qui s'appelle clia.ai, et surtout parce que c'est gratuit aussi, donc ça nous permet de jouer avec ces nouveaux jouets. Et voilà, et là c'est l'image finale des nuits, que je pense aussi qu'il y a une approche que vous pouvez tester et vérifier avec les images nuit de ces beaux projets. Et donc, je dis toujours que quand on fait la rétroconception, c'est pas seulement de trouver les paramètres, les contraintes, et j'insiste toujours avec Dynamo, vous pouvez optimiser tout ça. Mais les projets, l'œuvre, il est l'ensemble. Et il y a les aspects de géométrie, il y a la construction, et il y a après tous les aspects matérialisation et les rendus. C'est-à-dire que les rendus, avec les éclairages, je peux faire changer la donne à 180%. Donc, il faut vraiment, c'est un outil pour nous, de pouvoir orienter notre projet pour prioriser certains aspects et pas d'autres. Et voilà, moi, c'est tout ce que je voulais vous présenter par rapport à ces beaux projets de 1956 quand même. Et les conclusions. Alors les conclusions, j'ai essayé de faire la synthèse et de voir qu'est-ce que c'était le plus important de l'association entre, j'insiste toujours, entre un ingénieur, un architecte dès le départ de la conception. Premièrement, c'est une innovation accrue. La collaboration entre ces deux disciplines encourage l'innovation. L'ingénieur peut proposer de nouvelles technologies ou méthodes constructives, tandis que l'architecte peut intégrer ces innovations dans ces concepts. C'est-à-dire que c'est une unité, on ne peut pas les travailler séparément et faire comme parfois à une époque tous les architectes donnaient ça, ils faisaient la conception, donnaient ça des côtés à un ingénieur et l'ingénieur travaillait avec des données qui parfois il fallait tout modifier. Donc ça n'a pas de sens parce que c'est une unité l'œuvre, on ne peut pas la dissocier entre l'aspect stabilité et l'aspect architectural. Cette approche permet de développer des bâtiments qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais aussi durables, esthétiques et à la pointe de la technologie. À la pointe de la technologie. D'un autre côté, la force de la collaboration. Si on travaille en BIM, moi ça fait déjà longtemps que j'insiste sur tous les aspects des apports de cette méthode. Et quelle est l'importance par rapport à l'application de cette méthode du fait de travailler côte à côte avec l'ingénieur, pour nous, pour les architectes. Une collaboration précoce entre l'ingénieur et un architecte permet de combiner les forces de chaque métier, de garantir la faisabilité et la qualité du projet, et d'optimiser les coûts, le temps et l'innovation. Qui dit mieux? Cela permet de créer des bâtiments à la fois esthétiques, durables et d'une façon technique qui soit solide, stable. Et voilà, moi j'ai fait un appel justement de pouvoir travailler ensemble pour mettre au point un programme, ça c'est mon souhait,
J'ai fait appel, je proposais, si vous voulez, à des experts de l'ingénierie, et même des gens avec qui, je fréquente des ingénieurs chez Autodesk, parce que je pense on pourrait créer je ne parle pas des formations Autodesk, je parle des formations spécifiques, des conceptions en associant les deux métiers. Je crois que nous, on pourrait faire un bon programme de haute qualité et ça serait très important parce qu'en France, dans l'actualité, il y a il y a l'école de Strasbourg, il y a certaines écoles, mais il y a peu d'écoles qui orientent bien cet aspect. Et on pourrait le faire même avec un cours qui est post-diplôme, parce que je pense que peut-être ça serait la meilleure façon de pouvoir travailler. Bon, je fais un appel, je suis là, je suis toujours Terry Feujas, je suis toujours avec mon site bimconseil.com et vous avez mes coordonnées si vous voulez me contacter ou me dire que tout ce que je fais c'est mauvais et que vous ne comprenez rien de ce que je dis. Bienvenue, moi j'aime bien les critiques aussi. Je ne crois pas que j'ai la certitude que tout ce que je fais, mais en tout cas c'est une passion. Et comme ça fait déjà pas mal de siècles que ça dure, voilà, j'aime bien m'exprimer et j'espère que ça vous a convaincu, ma position. Et je vous dis à très bientôt.